Alors, hop. Donc, quand on passe aux règles de base, alors, le principe, c'est que vous êtes assujetti à l'IFI lorsque votre patrimoine immobilier, la valeur nette, est au-delà de 1,3 million d'euros. Le patrimoine immobilier, il se définit avec vos biens, vos droits immobiliers, mais également tout ce qui va être vos parts et actions des sociétés immobilières que vous détenez soit directement, soit indirectement au 1er janvier. Et ça concerne donc les membres de votre foyer fiscal. Alors, il faut savoir que le foyer fiscal de l'IFI est différent du foyer fiscal de l'impôt sur le revenu, tout simplement parce qu'à l'IFI, les biens que vous détenez et que vos enfants mineurs détiennent entrent dans le champ de l'IFI pour un seul et même foyer. Et les enfants majeurs qui détiennent des biens immobiliers, là, de leur côté, ils auront leur propre imposition à l'IFI, ou alors leurs biens n'entrent pas dans le calcul de votre propre impôt. Donc ça, ce sont les règles de base. Ensuite, en ce qui concerne les actifs taxables, ce qui va définir cette limite, ça va être votre domicile fiscal notamment. Si vous êtes domicilié fiscalement en France, alors on a une imposition de l'ensemble de vos biens et de vos droits immobiliers qui sont présents en France, mais également à l'étranger. Donc on rentre dans la globalité de votre patrimoine mondial. Si vous avez le cas d'une résidence fiscale à l'étranger et que vous revenez en France, dans ce cas-là, les 5 premières années de votre résidence fiscale française, on a une particularité, c'est que ce sont uniquement vos biens et vos droits immobiliers français qui sont soumis à l'impôt. Et ensuite, on le développera un petit peu plus tard dans le webinaire, mais ensuite, on repasse sur une règle de l'impôt des biens français et à l'étranger. En revanche, pour les personnes qui sont domiciliées fiscalement à l'étranger, on a une imposition différente puisqu'elle ne s'applique uniquement sur les biens et les droits possédés en France. Et il en va de même pour les parts et actions de sociétés qui détiennent de l'immobilier en France. C'est uniquement sur cette quote-part-là, présente en France, qu'on aura l'imposition. Qu'est-ce qu'on déclare, quel patrimoine immobilier on déclare à notre actif lorsqu'on est assujetti à l'IFI? Eh bien, ça va concerner l'ensemble de vos biens immobiliers bâtis, que ce soit à usage personnel ou en location, donc les maisons, les appartements, les dépendances. On a également les bâtiments qui sont classés en tant que monuments historiques qui entrent à l'actif. On a également tous les biens immobiliers qui sont en cours de construction au 1er janvier. On a également les biens immobiliers non bâtis. Donc ça concerne vos terrains, qu'ils soient des terrains à bâtir ou des terrains agricoles. On a également, donc, comme on l'a dit avant, tout ce qui va être des fractions en fait, de parts de sociétés immobilières. Ça, c'est notamment avec des actions qui détiennent des biens immobiliers. Ça rentre dans le cadre de l'IFI. Et tout ce qui sont également les droits immobiliers, donc l'usufruit, le droit d'usage, d'habitation, entre également. En ce qui concerne un petit focus qu'on voulait faire sur les biens exonérés, ça va être notamment tout ce qui va être vos biens immobiliers destinés à votre activité professionnelle. Donc, de là, on a plusieurs déclinaisons. Par exemple, ça peut être les bois et forêts qui sont utilisés à usage professionnel ou qui sont sous un engagement d'exploitation. On a également les biens ruraux qui sont loués sur le long terme. Cette notion de long terme entre également dans le cadre d'une exonération. Mais également ceux qui sont à usage professionnel à nouveau. Donc, ça peut être, on retrouve les terrains agricoles, les bâtiments d'exploitation. Et on a également les logements que vous louez meublés en tant que loueur meublé professionnel. On a également un abattement qu'on a voulu évoquer dans cette partie d'exonération. C'est un abattement sur la valeur vénale de votre résidence principale. C'est-à-dire que la valeur de votre résidence principale au 1er janvier, on lui applique automatiquement, l'administration fiscale du moins, applique un abattement de 30%. On le verra dans un cas pratique, comment ça se présente. Si on passe maintenant à la partie des passifs. Qu'est-ce qu'un passif déductible? Alors, il faut que la dette, ce passif-là, cette charge, respecte 3 conditions. Il faut qu'elle existe et qu'elle soit certaine au 1er janvier de l'année d'imposition. Il faut également qu'elle soit à la charge d'un membre du foyer fiscal qui est soumis à l'IFI. Et enfin, il faut que cette dette concerne un actif imposable. Comme on a vu qu'il y avait des biens qui étaient exonérés, partiellement ou totalement,
On va regarder un petit peu comment ça se passe pour découper ça. Dans les dettes qui sont déductibles, vous allez retrouver vos dépenses d'acquisition, à nouveau que ce soit des biens immobiliers physiques ou des droits immobiliers. Donc là, en fait, c'est l'emprunt bancaire, le plus courant. On a également des dépenses de réparation ou d'entretien, mais également les charges de copropriété que vous avez déjà supportées en tant que propriétaire, mais qui ne sont pas encore réglées au 1er janvier. On peut les entrer en tant que charges déductibles. On aura également tout ce qui va être dépenses d'amélioration, construction, agrandissement, reconstruction. On a également en charge déductible quelques impôts qui sont liés à la propriété. On retrouve la taxe foncière et la taxe sur les logements vacants. Et enfin, on a également un IFI théorique. Donc ça, c'est un calcul qui est appliqué par l'administration fiscale qui se fait automatiquement, mais qui va venir diminuer votre base taxable à l'IFI. En ce qui concerne la particularité des biens qui sont totalement ou partiellement exonérés, en fait, les dettes qui sont liées à ces biens-là, elles sont déductibles au prorata de ce qui est imposable à l'IFI. Et en parallèle, ce qui concerne la résidence principale qui est assez particulière, comme je vous l'ai dit avant, on a un abattement de 30%. Donc, en fait, ce qui rentre dans notre actif taxable, c'est 70% de la valeur de votre résidence principale. Mais si en face, vous avez fait un emprunt où vous avez des dettes type taxe foncière, à ce moment-là, on peut appliquer la déduction de l'ensemble de ces charges. Si on prend un exemple avec notre monsieur patrimoine, Monsieur Patrimoine, il a acquis une résidence principale de 4 millions d'euros et il a emprunté 2 millions d'euros. Il a également une taxe foncière de 10 000 euros. Lorsqu'on établit notre IFI, on va faire cet abattement de 30%. Donc, en fait, la valeur de notre résidence principale, elle est de 2,8 millions d'euros. Et en face, on constate que nos dettes qui sont déductibles ne dépassent pas cette valeur imposable. Donc, en fait, on peut venir déduire l'intégralité de ces dettes. Et enfin, un petit focus sur le barème de l'IFI qui a une particularité puisque nous sommes assujettis à l'IFI lorsqu'on détient un patrimoine net supérieur à 1,3 million, mais en fait, le barème est rétroactif. Et comme vous pouvez le voir ici, à partir de 800 000 euros, entre 800 000 et 1,3 million, on a un taux d'imposition qui s'applique de 0,5%. Et il y a également une particularité pour ce barème, c'est que si vous détenez un patrimoine net taxable entre 1,3 et 1,4 million, il y a un système de décote qui s'applique, dont vous avez le calcul juste ici, mais ça se génère automatiquement pour ces premiers patrimoines soumis à l'IFI, si je puis dire. Pour voir en pratique, on retrouve notre monsieur patrimoine. Donc, au 1er janvier, on fait le bilan de ce qu'il détient en actif immobilier. On va retrouver sa résidence principale. Donc là, on a appliqué directement l'abattement. Résidence secondaire, mais également locative. Il détient une SCPI et une SCI. Donc, on a un actif brut de 2,6 millions d'euros. Et en face, on va venir intégrer en passif déductible ses emprunts, ses taxes foncières et l'IFI théorique. Donc, on a ici un actif net imposable de 2,1 millions d'euros. L'application du barème se fait de la manière suivante. Donc, les 800 premiers 1 000 euros ne sont pas imposés. Ensuite, la différence entre 800 000 et 1,3 million, on applique le taux de 0,5%. Et ensuite, la valeur totale la valeur imposable totale, moins ces 1,3 million qui sont déjà soumis à ce taux, on applique 0,7%. Donc, en fait, pour son patrimoine, monsieur patrimoine aura un IFI à régler de 8 392 000 euros. Voici pour la première partie. Puisqu'on a vu les bases, on voulait également aborder dans cette deuxième partie les pièges et les difficultés rencontrées lorsqu'on établit son imposition sur la fortune immobilière, notamment les passifs qui ne sont pas déductibles, une particularité sur le démembrement de propriété et l'immobilier que vous détenez au sein des contrats financiers. N'hésitez pas, je te coupe juste Clément. Si vous avez des questions, on est disponible sur le chat. Voilà, je te laisse la parole. Merci Fanny. Donc, si on s'intéresse aux passifs non déductibles, on va retrouver des impôts, comme on l'a vu avant, la taxe foncière et la taxe sur les logements vacants
est une charge déductible. En revanche, votre taxe d'habitation ne l'est pas, tout comme l'impôt sur le revenu que vous supportez sur vos revenus fonciers et les prélèvements sociaux. Ça, on ne peut pas venir les déduire. Les prêts familiaux également ne sont pas de charges déductibles. Les crédits in fine, on va s'y intéresser un petit peu plus précisément par la suite, mais ils ont une particularité sur ce côté déductible ou non. Tout ce qui va être dettes qui sont liées à des biens totalement ou partiellement exonérés, comme on l'a vu avant, c'est seulement au prorata de ce qui n'est pas exonéré de votre actif en face. Et enfin, les dettes liées à la résidence principale, comme on l'a vu avant, elles ont une particularité. On va détailler un petit peu, notamment ce qui concerne les crédits in fine. En fait, on a une déduction dégressive. L'autre particularité, c'est qu'une année qui est commencée et non achevée n'est pas prise en compte. Bon, ça, c'est des règles, on va comprendre mieux avec notre exemple où on retrouve Monsieur Patrimoine. Vous avez le détail du calcul, mais dans notre cas, Monsieur Patrimoine, en fait, il a fait un prêt à terme, un crédit in fine d'1 million d'euros qu'il a fait en juin 2018. Et le remboursement est prévu pour dans 15 ans. Comment ça se passe pour son IFI? Alors, pour l'IFI de 2019, comme on constate qu'on on a une année commencée mais non achevée d'emprunt, à ce moment-là, on n'a pas de déduction de ce passif. En revanche, pour l'IFI de 2020, on va avoir une déduction. Donc, on applique notre calcul, montant total de l'emprunt 1 million d'euros, moins le montant total fois le nombre d'années écoulées, donc une année, divisé par le nombre d'années total de l'emprunt, on a 15 ans. Et donc, on va pouvoir appliquer 933 000 euros de passif déductible. Et lors de la dernière année où on supporte cette charge de crédit in fine, en 2033, on va pouvoir venir appliquer 66 000 euros de passif. On a également une particularité dans les passifs déductibles, c'est qu'en fait, on a un plafond de déduction des dettes. Donc ça concerne tous les patrimoines dont la valeur nette taxable est supérieure à 5 millions d'euros. Comment ça se passe? C'est qu'en fait, le montant des dettes qui va dépasser 60% de votre patrimoine n'est déductible qu'à hauteur de 50%. Dans notre cas, Monsieur Patrimoine détient un patrimoine immobilier net de 7 millions d'euros et il a des charges déductibles de 5 millions en face. Quand on fait le prorata, les 5 millions de charges représentent 71% de l'actif. Donc, on entre dans notre cas. Le plafond va s'appliquer. Le plafond, c'est que les dettes excédant 60% vont avoir une particularité. Alors, que représentent ces 60% de 7 millions? Ça représente 4,2 millions. Très bien. Et ensuite, entre 4,2 millions et 5 millions, on a 800 000 euros sur lesquels on applique cette particularité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déduire que 50%, soit 400 000 euros, de cette tranche supérieure. Donc, en fait, au total, sur ce cas particulier-là, on va déduire 4,2 millions d'euros qui représentent les 60% de votre actif et 400 000 euros qui représentent 50% de ce qui dépasse les 60%. Donc, c'est une certaine logique. Donc, en fait, en appliquant ce plafond de déduction, on peut déduire 4,6 millions d'euros contre 5 millions si on n'avait pas cette règle. D'où le fonctionnement du plafond. On a également une particularité qui est le démembrement de propriété. Habituellement, quand on est usufruitier, on déclare la valeur des biens immobiliers qu'on détient en démembrement pour leur pleine propriété. Mais il existe des cas dans lesquels on va déclarer uniquement notre valeur pour l'usufruit. C'est le cas lorsqu'on a un usufruit légal du conjoint survivant. Donc, typiquement, quand on a une donation entre époux. Dans ce cas-là, on va avoir un prorata. On ne déclare que ce qu'on a en tant qu'usufruitier. C'est le cas également lorsque la nue propriété est vendue à une personne tierce. Donc, une personne tierce, c'est quelqu'un qui n'est pas un héritier présomptif. Dans ce cas-là, ça s'applique également. Et troisième cas où on le rencontre, lorsqu'on fait une donation de la nue propriété au profit d'une entité publique. Donc, dans ces trois cas-là, on répartit la valeur du bien entre l'usufruitier et le nu propriétaire.
Enfin, lorsque vous avez de l'immobilier présent dans les contrats financiers. Alors, c'est une particularité, c'est un piège, c'est le plus gros piège qu'on voit, en tout cas, c'est que dans vos contrats financiers, vous détenez des unités de compte qui sont soit directement, soit indirectement investis sur des biens immobiliers physiques ou des droits. On pense notamment à votre contrat d'assurance vie. Donc, on a de la SCPI, OPCI. Toutes ces notions-là, ce sont des sociétés civiles derrière qui détiennent des biens immobiliers. Donc, on a une part d'immobilier qui doit remonter dans votre actif taxable. Et on a une règle, c'est lorsque ces structures-là détiennent plus de 20% dans leur propre structure en immobilier. Ça fait beaucoup de chiffres, il faut beaucoup de connaissances, mais en fait, il ne faut pas vous inquiéter puisque ça fait partie des éléments qui sont communiqués par les assureurs chaque année, notamment dans vos imprimés fiscales uniques, par exemple, et on vous donne directement le montant à déclarer de cette partie d'immobilier. Et on l'a également, on a parlé des assurances vie, mais on l'a également dans votre plan épargne retraite. On distingue deux types de plans épargne retraite. On a ceux qui sont des contrats assurantiels et on a ceux qui ont une forme de compte titre. La différence, si vous voulez vérifier juste après le webinaire, c'est que un PER assurantiel, on a du fonds euro. Et un PER compte titre, en général, ça va être que des lignes plus actions. En tout cas, on n'a pas de fonds euros. Ça peut être le premier niveau de vérification. Pour ceux qui ont justement cette forme de compte titre, le contrat est tout le temps imposable à l'IFI avec cette histoire de prorata des valeurs immobilières qui est remontée et communiquée chaque année. On voulait faire un focus notamment sur les PER qui ont une forme de contrat d'assurance, puisque c'est ceux qu'on voit le plus souvent également. Et en fait, ce contrat a une caractéristique, c'est qu'il est réputé non rachetable. Tant qu'il est en phase d'épargne, c'est-à-dire que vous n'avez pas atteint l'âge où vous pouvez débloquer vos droits à la retraite, ou alors vous ne répondez pas aux hypothèses de déblocage anticipé du type acquisition de votre résidence principale, il est non rachetable ce contrat. Et en fait, on a eu récemment une réponse ministérielle Malhuret en février de cette année qui a remis en cause ce caractère de rachetable ou non rachetable, enfin, du moins qui voulait la définir un peu plus précisément. Et ce qu'il en ressort, c'est que votre contrat aura ce caractère rachetable dès lors qu'un caractère qu'on vient d'évoquer, que ce soit une hypothèse de sortie anticipée ou l'atteinte de l'âge à la retraite, ce caractère-là, l'existence de ce critère, met que votre contrat est rachetable. Donc, si vous détenez un PER assurantiel et que vous atteignez l'âge de la retraite, mais que vous ne la prenez pas ou vous ne le débloquez pas tout de suite, votre contrat est quand même soumis à l'actif et entre dans le champ de l'IFI. Et je vais maintenant laisser la parole à Nicolas pour la détermination de l'assiette taxable. Merci Clémence. Est-ce que Fanny, il y a eu des questions dans le chat qui sont à remonter? Oui, il y avait une question justement sur est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'il y a des exceptions sur la répartition usufruit nue propriété? Est-ce qu'il peut y avoir des accords entre les parties? Donc ça, voilà, on avait répondu à tout le monde qu'il peut y avoir une convention de démembrement où toutes les parties du coup doivent être d'accord. Là, ce qu'on explique, c'est les règles de base. Et du coup, il peut y avoir cette fameuse convention. Je précise aussi sur la partie actif, on peut avoir du private equity accès immobilier. Certains rentrent dans la base imposable IFI et d'autres sont exonérés. Donc ça, c'est aussi un petit point important. Et nous, on le voit dans nos clients. Certains clients ont du private equity avec un prêt derrière, un prêt à la consommation. Et ce prêt à la consommation, ça ne peut pas être un passif déductible de l'IFI. Voilà, sur cette partie private equity. Et donc, je te repasse la parole. Super, merci Fanny. Donc, on passe à la troisième partie de notre webinaire où on va chercher à déterminer l'assiette taxable. Donc, quelles vont être les données qui vont être utilisées pour évaluer son actif? Quels sont les impacts sur les biens mis en location, les parts de société ou alors lorsqu'on a des sociétés avec niveau d'interposition? Donc, le principe pour évaluer son actif, c'est que le contribuable doit donner une valeur au 1er janvier de chaque année. Cette valeur sera utilisée comme base taxable pour l'impôt sur la fortune immobilière. Pour avancer sur une évaluation où il y en a plusieurs possibilités. La première, c'est l'utilisation de données qu'on peut retrouver sur Internet et notamment sur le site de la Chambre des notaires.
où en tapant l'adresse de votre bien immobilier, vous verrez toutes les transactions qui ont été passées autour et sur des situations comparables, on arrivera à fixer une valeur qui reste défendable face à l'administration. La deuxième possibilité, qui est la plus efficace et plus précise, mais sur lequel il faut prendre quelques précautions quand même, c'est de demander une évaluation à un professionnel de l'immobilier, donc à un agent immobilier. Par contre, lorsque vous faites ça, dites-lui bien que c'est pour une évaluation fiscale et pas pour une vente, parce que potentiellement, s'il s'attend à une vente à la clé, il va essayer de gonfler un petit peu le prix de vente pour essayer de remporter le mandat. Donc, la précision sur l'évaluation fiscale, qu'il vous facturera ou pas, mais en tout cas, vous pouvez lui demander, servira derrière de document si l'administration vient challenger la valeur que vous avez inscrite à votre impôt sur la fortune. Il y a des petits points de particularité qui sont lorsque vous vous rapprochez d'événements qui vont affecter la vie du bien immobilier. Et là, on va avoir un point d'attention sur les écarts d'évaluation. Je vous donne un exemple. Je suis aujourd'hui propriétaire d'un actif immobilier que je déclare à mon impôt sur la fortune à peu près 150 ou 200 000 euros. Et j'ai décidé de le mettre en vente. Et cette vente, elle me fait un prix à 500 000 euros. Donc là, l'administration, elle va avoir une donnée qui va être la valeur du bien vendu, qu'elle pourra utiliser pour comparer à la valeur de votre actif déclaré à l'impôt sur la fortune immobilière. Si l'écart est trop important et difficilement justifiable par potentiellement l'utilisation d'abattements vis-à-vis de ce qu'on avait déclaré à l'IFI, alors elle pourra venir vous rectifier et vous demander de régler l'imposition associée à cet écart d'évaluation. Le deuxième événement de vie qu'on peut voir souvent dans les cas de contrôle sur la fortune immobilière, ça va être au moment des successions. Il va être de se dire, finalement, dans la succession, on a retenu une valeur. Cette valeur qui était sur une base de pleine propriété potentiellement, elle fixe par cet acte notarié qui existe la valeur à utiliser sur la déclaration qui sera à faire a posteriori. Par exemple, si de la même manière, vous faites une succession avec une base de 500 000 euros et que derrière, vous voulez le déclarer 150 000 euros à votre impôt sur la fortune, vous donnez des balles à l'administration pour vous retoquer sur les valeurs que vous retenez. Donc, faites bien attention à ces événements de vie. Faites bien attention éventuellement à faire des réévaluations si les écarts sont importants entre le moment où vous allez déclarer votre immeuble à l'impôt sur la fortune et une projection potentielle de vente que vous allez réaliser pour justement éviter de donner trop de balles ou d'armes à l'administration pour revenir sur vous. La deuxième situation qu'on va voir sur les biens qui vont être mis en location, ça va être sur les sujets d'utilisation d'abattement. Et là, on n'est pas dans quelque chose qui est fixé par la loi ou fixé par la doctrine fiscale, mais finalement fixé par une tolérance de l'administration fiscale. Donc, c'est sur ces abattements qu'on voit assez couramment, notamment ceux en SCI ou ceux qui sont loués et sur lesquels on va justement pouvoir réduire leur valeur taxable. Et en fait, il y a une règle qui est derrière. Et cette règle, elle est assez simple dans son application. C'est de se dire, mon actif que je vais déclarer à l'impôt sur la fortune immobilière, s'il est loué, et s'il est la résidence principale de mon locataire et que le bail que j'ai avec lui est un bail long et protecteur, alors on va pouvoir appliquer la décote sur la valeur taxable de mon impôt sur la fortune. Et donc, ces tableaux que je vous ai mis ici sont les tableaux qui sont acceptés. Et quand on est sur des tranches qui sont entre 30 et 40, par exemple, pour les biens locatifs x48, ça va dépendre de la spécificité du bail qui est derrière vis-à-vis de votre locataire en place. Donc, si finalement on est sur les dernières années du bail et qu'il a prévu de partir, on va plutôt se diriger sur un 30% de décote, alors que si vous êtes sur un début de bail, on va plutôt se diriger sur un 40% de décote. Ça, c'est sur les actifs loués et avec un bail et résidence principale. On se pose souvent la question des actifs qui sont logés dans des SCI et qui sont des immobiliers de jouissance. Et on voit le cas, par exemple, d'une SCI qui détient une résidence principale ou une résidence secondaire. Au cas précis, on ne va pas pouvoir appliquer ces décotes-là parce qu'on a bien vu que c'est sur des actifs qui sont mis en location. Pour autant, on va quand même tolérer une décote sur la valeur des parts de la SCI pour illiquidité. Et donc, cette décote, elle est là aussi acceptée à hauteur de maximum 20% de la valeur de mes parts de SCI. Et pourquoi elle est acceptée? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quelle est la valeur de vente des parts de cette SCI? Est-ce que quand vous avez un acheteur qui est en face, il va plutôt s'intéresser à l'acquisition de l'actif immobilier plutôt qu'à l'acquisition des parts de la SCI?
Du fait qu'il y ait un peu moins d'acquéreurs sur les parts de la SCI, l'administration fiscale accepte, tolère, encore une fois, qu'on puisse appliquer une décote pour illiquidité associée à ces parts-là. Mais donc, un cas sur lequel on nous pose souvent la question, c'est de se dire, j'ai un actif qui est logé dans une SCI que je loue, qui est la résidence principale de mon locataire et qui a un bail long, et j'ai donc le droit à ces 20% de décote. Mais est-ce que je peux aussi appliquer les 20% de décote sur l'illiquidité? La réponse est que c'est non. L'administration fiscale vous dit c'est soit 20% pour biens locatifs détenus en SCI, soit 20% pour illiquidité des parts de la SCI. Il y a certains cas où on va avoir des cumuls de décote. Ça va être sur des biens qui sont en SCI, loués et démembrés à l'intérieur. C'est vraiment des cas où on a eu un peu de contrôle qui nous disent qu'on a pu appliquer 2 fois un cumul de décote, mais c'est vraiment au cas très précis associé à ça. Donc, une des questions que j'ai vu passer dans le chat qui était de dire est-ce qu'on peut cumuler? La réponse est dans un seul cas très précis, et sinon, il vaut mieux éviter. Parce que l'administration fiscale va vous dire que vous jouez avec le beurre et l'argent du beurre. Ensuite, on va rentrer dans le cas d'évaluation pour des parts de société. Donc là, il va y avoir un petit calcul un peu spécifique à réaliser qui va être de déterminer quelle est la part des biens immobiliers qui est taxable à l'intérieur de cette société. Et donc, pour bien expliquer cette situation-là, un cas va être assez représentatif, ça va être Monsieur Patrimoine. Il détient 50% du capital d'une société, une société dans laquelle il fait de la gestion de portefeuille, mais aussi de la gestion de patrimoine immobilier. Cette société, elle a une valeur totale des parts qui est évaluée à 1 million d'euros. Cette société, elle détient un immeuble de 400 000 euros et un portefeuille d'actions de 1 100 000 euros. Derrière, elle a une dette de 500 000 euros qui fait que mon actif brut à 1,5 million moins ma dette de 500 000 donne une valorisation à 1 million d'euros. Pour déterminer quelle est la part taxable qui va être inscrite à mon impôt sur la fortune, il faut que je fasse un premier calcul qui est le coefficient immobilier de mon actif brut taxable. Donc là, je reprends mes 400 000 de valeur immobilière que je rapporte à l'actif brut de ma société à 1,5 million, ce qui fait que j'ai 26% de coefficient immobilier à l'intérieur de ma société. Et ces 26%, je vais les appliquer à la valeur des parts de ma boîte, donc les 1 million, et ensuite au pourcentage de détention de Monsieur Patrimoine sur cette société. Donc, 1 million fois 26% de coefficient immobilier fois 50% de parts détenues par un Monsieur Patrimoine fait que celui-ci devra inscrire à l'intérieur de sa déclaration d'impôt sur la fortune immobilière 130 000 euros d'actifs taxables pour les parts de cette société. Ça, c'est le cas un peu spécifique associé à ça. Et donc, bien regarder, tout est inscrit dans les bilans. Et donc, normalement, les calculs sont relativement simples, mais pour autant, il faut les réaliser. Le deuxième cas qu'on peut rencontrer, c'est lorsqu'on va avoir des niveaux d'interposition. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, une holding qui détient potentiellement un bien immobilier à l'intérieur, mais qui détient aussi dans son patrimoine financier des titres d'une société, une société B, par exemple, qui, elle aussi, détient de l'immobilier. Et donc, il va falloir qu'à l'intérieur de ces sociétés, on détermine l'actif taxable à l'impôt sur la fortune et qu'on remonte pour le déclarer au niveau de Monsieur Patrimoine. Et bien, on va repartir du bas vers le haut. Donc, on va d'abord s'intéresser à la société A. La société A, qui est donc la société en dessous de ma holding, potentiellement, je vais déterminer son actif taxable. La société B, pardon. Donc, on a les mêmes données pour la société A qui sont 400 000 d'immobilier, 1,5 million d'actifs bruts taxables et 500 000 de dettes, 50% détenus par Monsieur Patrimoine. Et on a une société B, finalement, qui a une valeur de 500 000 euros et dont son actif brut est de 900 000 euros et qui comprend un immeuble imposable de 300 000 euros à l'intérieur de cet actif. Je fais mon même exercice, je calcule mon coefficient immobilier, donc les 300 000 sur les 900 000 euros de patrimoine que détient ma société B. Donc, j'ai un tiers de coefficient immobilier que je ramène à la valeur des parts de ma société, donc les 500 000. Donc, j'ai 166 500 euros de patrimoine immobilier dans ma société B. Une fois que j'ai cette info, je vais remonter au niveau de ma société A, cette fois, où je vais avoir les 400 000 de patrimoine immobilier qu'elle détenait
dans son actif et à l'intérieur du patrimoine financier qu'elle détenait, il y a 166 500 € qui sont un actif immobilier parce que c'était dans le jeu des participations entre les sociétés. Donc ça, je vais rapporter mes 400 000 et mes 166 000 que je ramène là encore à mon actif brut. Donc cette fois, je passe d'un 26 à 37 % de coefficient immobilier et je refais le même exercice. Valeur de part 1 million d'euros, 37 % de patrimoine de coefficient immobilier et Monsieur Patrimoine en détient 50 % en direct. Donc, j'ai un actif taxable qui comprend toutes les couches de société de 188 500 € à rapporter à ma déclaration impôt sur la fortune immobilière. Donc, c'est là où les calculs peuvent commencer à se complexifier. Mais pour autant, les bonnes personnes qui pourront vous aider à manager ces sujets-là sont vos experts comptables et potentiellement vos conseils en patrimoine. Et nous, on est tout à fait capable de vous aider sur ces calculs-là. Ensuite, est-ce qu'on a des questions, Fanny, avant de passer à la 4e partie? Oui, justement, il y a une question sur la 4e partie, donc normalement, vous allez y répondre. J'ai une question en privé. Je précise juste que l'abattement de la résidence principale, donc les 30 %, c'est légal. Donc, en fait, l'administration fiscale va le calculer elle-même. Vous allez indiquer votre valeur et elle va directement appliquer l'abattement de 30 %. Pour tout ce qui est décote, c'est à vous de le calculer parce qu'on n'est pas obligé d'appliquer cette décote. Donc, dès que vous faites votre déclaration IFI, vous indiquez la valorisation post-décote. Voilà. Merci, Fanny. Donc, maintenant, on va aborder la 4e et avant-dernière partie de notre webinaire, qui est finalement quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour optimiser l'impôt sur la fortune. À l'époque de l'ISF, les stratégies étaient assez larges. On en avait quand même pas mal qui étaient utilisées. Et depuis l'impôt sur la fortune immobilière, elles se sont considérablement réduites. Mais on en a retenu 5 qui sont assez intéressantes à regarder. La première qui va être la donation temporaire d'usufruit. Donc, le principe de cette option-là, c'est vous, Monsieur Patrimoine, va donner temporairement le droit à une personne de percevoir les fruits du bien immobilier que j'ai. Potentiellement, cette personne est généralement un enfant, mais on peut aussi retrouver une association qui peut recevoir cet usufruit. On va évaluer le droit de cet usufruit temporaire selon un barème qui est inscrit dans le Code général des impôts et qu'on retrouve à l'article 669 et qui va préciser que par tranche de 10 ans, la valeur de mon usufruit temporaire donné ou cédé va représenter 23 % de la valeur en pleine propriété de mon actif. Donc, si je donne pendant les 9 prochaines années mon usufruit à mon enfant, je vais retenir 23 % de la valeur de mon bien immobilier pour déterminer l'actif taxable déjà dans mon sujet de donation et voir si j'ai des droits qui seront associés à cette opération-là. Donc là, dans notre cas précis, Monsieur Patrimoine qui a donné pendant les 9 prochaines années à sa fille Marie l'usufruit de son bien immobilier locatif, on va être dans un cas où s'il n'a pas réalisé de donation antérieure, on ne sera pas taxé parce qu'on sera inférieur à l'abattement légal de 100 000 € par parent, par enfant. L'intérêt de réaliser ça, c'est que Marie, elle, va continuer à pas continuer, mais elle va percevoir des revenus qui vont potentiellement financer ses études, l'aider à acquérir un bien immobilier ou compléter ses revenus pour financer son train de vie. Et c'est là où il y a un petit point important sur ce type de démarche, c'est que l'administration fiscale, elle va chercher à essayer de savoir si la donation temporaire d'usufruit que vous avez réalisée, elle était faite uniquement dans le but d'éviter de payer de l'impôt sur la fortune immobilière sur cet actif. Et si malheureusement on ne répond à oui que à cette question, l'administration fiscale va dire que vous avez fait un abus de droit. Et donc, elle viendra requalifier toute l'opération et vous réimposer sur cette opération. Et donc, comment on arrive à consolider le schéma? Il faut lui donner une substance économique ou patrimoniale. Et cette substance économique ou patrimoniale, ça va être de motiver l'action qu'on a réalisée. Et donc là, en l'occurrence, la réelle motivation qu'on pouvait éventuellement aller chercher, c'était démarrage des études de Marie. Et Marie a besoin finalement de revenus complémentaires pour soit payer ses frais d'inscription, soit payer son loyer, soit payer son train de vie.
Mais attention à ne pas foncer dans le schéma si finalement on se retrouve avec des difficultés à justifier la substance économique ou patrimoniale de la réalisation de cette opération-là. Mais pour autant, ça va être très efficace parce que là, dans ce cas précis, Monsieur Patrimoine, lui, il va sortir l'intégralité de l'actif immobilier de son patrimoine taxable. Parce que je le rappelle, il n'y a que l'usufruitier qui est imposable sur son actif immobilier en valeur pleine propriété, sauf les cas que Clémence a évoqués un peu plus tôt dans le webinaire. La deuxième source d'optimisation qu'on peut faire, alors source d'optimisation entre guillemets, parce que finalement, là, on va venir utiliser des règles qu'on connaît depuis bien longtemps et qui existaient déjà sur l'ISF, mais qui sont quand même assez efficaces, où là, on va agir pas sur l'assiette taxable, mais sur la facture directement. Ou finalement, lorsque vous savez quel est l'impôt sur la fortune immobilière que vous allez payer, vous avez la possibilité de réduire cette facture en réalisant des dons. Et en réalisant des dons à des associations ou à des organismes d'intérêt généraux. Et en réalisant cette opération-là, vous allez avoir accès à une réduction d'impôt égale à 75% du montant que vous allez verser dans l'association. Et la limite de réduction possible, elle est fixée à 50 000 €, ce qui correspond au maximum à des dons de 66 600 €. Là où il y a un aspect assez intéressant, est-ce que tu peux revenir juste au-dessus, Clémence, s'il te plaît, sur le don, c'est que finalement, vous n'êtes pas tenu de devoir réaliser ces dons plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on regarde le patrimoine taxable le 1er janvier, mais pour autant, les dons peuvent être réalisés jusqu'au jour de votre déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Donc là, potentiellement jusqu'au 8 juin, date limite de déclaration des revenus et de l'impôt sur la fortune immobilière. Vous faites votre calcul d'impôt sur la fortune immobilière et dès que vous avez le montant du solde à payer, c'est à ce moment-là que vous pouvez réaliser des dons qui viendront réduire ça. Et donc, ces dons sont là, eux aussi, à inscrire à l'intérieur de votre formulaire de déclaration impôt sur la fortune. Et petit point d'attention quand même, en cas de contrôle, il faut être en mesure de fournir les justificatifs de dons qui ont été faits. Donc, gardez bien au chaud les reçus fiscaux que vous avez reçus et qui servent à ça. La troisième stratégie qu'on peut rencontrer, c'est finalement là sur une stratégie d'arbitrage patrimonial. On est chez un client qui va s'interroger sur son patrimoine taxable. On va faire une analyse approfondie de sa situation patrimoniale et on va se rendre compte que finalement, à l'intérieur de ce patrimoine taxable, il y en a qui ont une rentabilité qui est largement écrasée à cause de la pression fiscale. Et finalement, on se rend compte qu'à côté, il a assez de patrimoine pour pouvoir subvenir à ses besoins de fonctionnement. Et donc, si on veut chercher à arbitrer ce patrimoine et continuer à lui donner une certaine substance économique, patrimoniale à l'intérieur de ça, on va pouvoir s'interroger sur l'acquisition d'un actif décorrélé et qui sort majoritairement du patrimoine taxable impôt sur la fortune, qui sont l'acquisition de parts de bois et forêts, mais aussi de terres agricoles ou viticoles. Le principe associé à ces terres-là, et après, il y a l'arbitrage patrimonial et il y a évidemment aussi ceux qui en détiennent déjà. Mais l'intérêt de ce type d'opération-là, ça va être de se dire, finalement, sur un patrimoine que je détiens, je vais pouvoir aller chercher une exonération qui va aller jusqu'à 75% de la valeur de mon actif, limitée, parce que l'administration fiscale aime bien mettre des plafonds quand même, limitée à 101 000 €. Et sur la valeur qui dépassera éventuellement ces 101 000 €, ça va être exonéré qu'à hauteur de 50%. Mais attention, pour pouvoir bénéficier de ces régimes-là, soit vous passez en groupement forestier, et donc là, finalement, c'est relativement encadré parce que géré, donc les caractéristiques sont remplies, soit vous détenez en direct des parts de forêt ou de bois, et là, il va falloir prouver que derrière ces bois et ces forêts sont finalement gérés pour ainsi avoir accès à l'exonération qui s'y rattache. Et donc, qu'est-ce qu'il faut prouver? Il faut prouver qu'on a un engagement de gestion durable de cette forêt pendant une durée de 30 ans et être en mesure de fournir un certificat datant de moins de 6 mois avant la déclaration de l'impôt sur la fortune, où on intègre cet actif, qui montre bien qu'il y a réellement une gestion durable de cet actif-là. Ce certificat il a une durée de 10 ans, hein, donc au bout de la 10e année, il faudra refournir un nouveau certificat datant de moins de 6 mois avant la déclaration.
Donc, juste un cas pour illustrer l'intérêt de ce type d'opération, c'est Monsieur Patrimoine qui détient une forêt de 200 000 euros. Et donc, par le jeu des exonérations et des plafonds, finalement, son patrimoine taxable, il sera de 74 000 euros dans notre cas précis. Là où, comme le disait Fanny tout à l'heure, qu'est-ce qu'on inscrit finalement dans notre déclaration de revenus? N'inscrivez pas la valeur post-exonération parce que le calcul est fait automatiquement par l'administration fiscale. Donc, Monsieur Patrimoine, lui, dans le cas présent, il va bien inscrire 200 000 euros dans la case qui correspond à cet actif précis. Quatrième stratégie qu'on peut mener, ça va être là aussi une question qui est de se dire comment j'opère sur la gestion de mon patrimoine, comment je continue à éventuellement investir. Là, on peut s'intéresser à l'investissement en nue propriété. Et le principe de cette opération-là, c'est d'acquérir la nue propriété d'un bien, donc le droit d'être propriétaire de celui-ci, mais en contrepartie, vous allez abandonner pendant une durée qui est connue à l'avance les fruits de cet actif immobilier. Donc, les fruits, c'est les loyers ou la possibilité d'habiter dedans pendant une certaine période. Le fait d'acheter uniquement la nue propriété fait que les liquidités que vous avez engagées seront totalement exclues de l'assiette taxable. Alors que si vous vous étiez posé la question de se dire j'ai des fonds à investir et je vais investir dans l'immobilier parce que finalement j'ai un profil assez défensif et que le revenu récurrent que je vais en percevoir est assez intéressant, mais l'inconvénient, c'est que je vais me retrouver imposé à l'impôt sur la fortune ou que ça va alourdir mon assiette de taxation. Là, on peut se poser la question de l'intérêt d'aller chercher la nue propriété. Et pourquoi on va le voir pourquoi on va voir que c'est assez intéressant? C'est notamment sur le calcul de la rentabilité. Donc, finalement, pour qui cette opération ou cette stratégie-là a du sens? Pour ceux qui, finalement, ont des liquidités et veulent continuer à investir dans le défensif. Et pourquoi? Pour continuer à développer son patrimoine et en bénéficiant d'une rentabilité juridique. Je vous donne un exemple pour bien qualifier et évaluer l'opportunité qui se rattache à cette opération-là, c'est de se dire, Monsieur Patrimoine a 50 000 euros de liquidité, il veut continuer à développer son patrimoine, d'accord, mais le poids de la fiscalité lui refroidit énormément sur l'intérêt d'investir dans l'immobilier. Là, on va pouvoir lui ouvrir une solution qui va être l'utilisation de parts de SCPI potentiellement ou d'un actif réel, mais on perd un peu de souplesse dans l'acquisition d'actifs réels sur le montant d'investissement et sur la durée sur les actifs réels, alors que sur les SCPI, on peut potentiellement calibrer le montant d'investissement et calibrer la durée du démembrement. Donc là, est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? Merci Clémence. Donc là, j'ai bien distingué les deux cas où finalement, ces 50 000 euros qui ont été investis en pleine propriété par Monsieur Patrimoine, on va avoir une durée de 10 ans d'abandon de l'usufruit d'un côté pour la nue propriété ou une durée d'investissement de 10 ans pour la partie en pleine propriété. On prend l'hypothèse d'un rendement de 4% brut, pas extraordinaire, mais il fallait bien partir d'une hypothèse. Donc, 2 000 euros perçus, il paye de l'impôt dessus qui va venir lui enlever 1 164 euros et un peu d'impôt sur la fortune qui va venir lui enlever 250 euros. Donc, au final, net en poche, notre Monsieur Patrimoine, il va recevoir 586 euros pour en avoir investi 50 000. Donc, est-ce que c'est une bonne opération? On peut se poser la question du point de vue de rentabilité. Ça peut potentiellement avoir un intérêt sur l'aspect défensif de l'actif qu'on vient acheter. Alors que dans le cas où Monsieur Patrimoine avait acheté uniquement la nue propriété, certes, il abandonnait le choix de percevoir les revenus pendant cette période, mais pour autant, il ne sacrifiait pas la rentabilité associée à l'actif. Parce que pour chaque année passée en vue de l'extinction du démembrement, où l'usufruit qu'on avait abandonné rejoindra la nue propriété pour reformer la pleine propriété, finalement, on acte une rentabilité. La valeur de l'usufruit, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est soit fixée par le barème, soit fixée par l'opérateur qui vend la SCPI ou l'actif réel qui est derrière. Et donc là, on va avoir une distinction qui est que 50 000 euros va représenter 70% de la pleine propriété. Et donc, tous les ans, on va acter une valeur d'usufruit qui sera acquise à terme de 2 142 euros. Et donc, au bout des 10 ans, il aura récupéré 71 429 euros et généré une rentabilité nette de tout frais, pendant toute la période des 10 ans, de 4,29%. Donc, c'est là où, finalement, dans les arbitrages, bien regarder si on a besoin des revenus ou pas, mais potentiellement envisager l'investissement en une propriété.
Cinquième et dernier cas d'optimisation, c'est l'obtention du statut de loueur meublé professionnel. Donc, on l'a évoqué un tout petit peu en début de partie, mais là, ça peut être une opportunité assez intéressante. Le principe, c'est quoi? C'est si vous détenez des biens immobiliers locatifs qui sont nus, ça peut être intéressant d'envisager le passage en location meublée rien que pour le statut impôt sur le revenu, mais potentiellement aussi pour le statut impôt sur la fortune immobilière. On ne va pas rentrer sur les spécificités de la location meublée professionnelle au sens de l'IR parce qu'on pourrait y dédier un webinaire complet rien que sur le sujet, tellement l'environnement est assez vaste. Mais on va faire un focus uniquement impôt sur la fortune. Pour être qualifié de loueur meublé professionnel au sens de l'impôt sur la fortune immobilière, il faut respecter 3 conditions. La première, c'est que les recettes locatives représentent plus de 23 000 €. Donc là, le chiffre d'affaires de votre activité soit supérieur à 23 000 € sur une année. Si je coche cette case, très bien. Si je ne coche pas, je passe à autre chose. Je ne pourrais pas être loueur meublé professionnel. Deuxième condition, il faut que les revenus après déduction des charges et des amortissements soient bénéficiaires. Donc là, le revenu que je vais inscrire dans ma feuille d'impôt, s'il est positif, alors je suis bénéficiaire sur celui-ci et très bien, j'ai coché la case suivante. S'il n'est pas positif, je ne pourrais pas avoir accès à ce statut-là. Et la troisième condition, c'est que ce revenu positif que je vais inscrire dans mon impôt, il doit représenter plus de la moitié des autres revenus. C'est-à-dire que ça doit être finalement ma source principale de revenus que je déclare au sens de l'impôt sur le revenu. Mais il y a une petite spécificité du point de vue règle impôt sur la fortune immobilière, c'est que dans le calcul des autres revenus, je vais exclure tout ce qui va être pension de retraite. Alors que côté impôt sur le revenu, on va le prendre en compte pour savoir si on est loueur meublé professionnel au sens de l'impôt sur le revenu. Mais au sens IFI, on les exclut. Ce qui fait que pour les personnes qui sont à la retraite, quand on va calculer la quote-part de revenus venant de cette location meublée et identifier si elle est supérieure ou non aux 50% aux autres revenus, et si je supprime rien que les revenus de pension de retraite, je peux me retrouver assez facilement, entre guillemets, loueur meublé professionnel. Et si j'arrive à être dans ces conditions-là, l'intégralité du patrimoine qui est sous ce statut-là sera donc exonérée d'impôt sur la fortune immobilière parce que l'activité sera considérée comme professionnelle au sens de l'impôt sur la fortune. Voilà. Sur cette dernière partie, je vous propose d'aborder la 5e et dernière partie. Mais avant ça, est-ce que, Fanny, il y a des questions à remonter? Je voulais juste préciser que donc cette partie LMP et LMNP, c'est donc hyper important pour l'IFI. Ça a vraiment un impact qui peut être considérable et on peut être LMP une année et LMNP une seconde année. Voilà, c'était pour dire aussi que voilà, on peut avoir une situation qui est différente, des revenus qui sont différents. Et donc, si on ne remplit pas les conditions de LMNP, on redevient non professionnel. Et donc là, on rentre dans notre IFI. Donc, l'actif imposable est pris à 100%. Après, il y avait quelques questions sur l'activité professionnelle. Donc, il faut bien que ce soit une activité professionnelle principale. Et je peux te repasser la main pour la dernière partie. Et je précise sur l'activité professionnelle principale, il faut qu'elle soit de toute nature sauf civile, c'est-à-dire que de la location nue en direct qui génère le maximum de revenus fonciers n'est pas considérée comme une activité professionnelle parce qu'elle est de nature civile. Alors qu'il faudrait qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale pour qu'on considère ça comme un outil professionnel. Clément, je te laisse la main sur la dernière partie. Super, merci beaucoup. Donc, on va aborder la dernière partie de ce webinaire et on voulait notamment vous parler des cas particuliers, de 2 cas particuliers qui sont les risques du non-déclaration et refaire un petit focus sur le point de vue international et l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, en ce qui concerne les risques, on va avoir plusieurs niveaux de pénalité. Mais comment ça se passe? C'est qu'en fait, l'administration fiscale, elle a un droit de regard sur le passé. Si vous avez sous-évalué votre bien, et notamment, comme l'a dit Nicolas, si vous avez déclaré une valeur d'un bien à X et que vous l'avez vendu bien au-dessus de ce montant-là, ça peut poser une interrogation à l'administration fiscale et en fait, elle va aller regarder dans les 3 dernières années de vos déclarations pour connaître la valeur.
Le deuxième cas qu'on peut également rencontrer, c'est en cas d'omission. Donc, on a oublié de déclarer un bien. On a fait notre déclaration à l'IFI, mais on a peut-être oublié une SCI, une SCPI, ça c'est le plus courant, ou un bien. Dans ce cas-là, l'administration fiscale, elle peut aller voir jusqu'à 6 ans dans le passé. Comment ça se passe si elle trouve quelque chose à redire? C'est que vous allez avoir des intérêts de retard. En fait, sur le montant d'impôt réellement dû, donc si on avait pris tout ce qu'il fallait, les valeurs qu'il fallait, on va avoir 0,20% d'intérêt de retard par mois de retard. Donc, ça peut aller assez vite. Puisqu'en parallèle, on peut avoir une autre pénalité qui sont des pénalités pour absence de déclaration. Donc, une fois que l'administration fiscale a refait un contrôle de vos déclarations, elle vous transmet un document, donc une mise en demeure en fait. Potentiellement, vous avez une majoration de 10% de l'impôt qui est dû si vous avez fait aucune déclaration. Et à partir du moment où vous recevez ce courrier, vous avez 30 jours pour faire un retour, pour faire une action, du moins, auprès de l'administration fiscale. Si vous ne faites pas d'action dans ces 30 jours, la majoration peut passer à 40%. Donc, c'est des risques qu'il faut avoir en tête et on trouvait intéressant de les évoquer aujourd'hui. Un deuxième focus, donc ça c'est en lien avec le domicile fiscal qu'on a évoqué en tout début de webinaire et on voulait le mettre en pratique afin de refixer le principe, le fonctionnement. Donc en fait, dans notre cas, Monsieur Patrimoine, dans un premier temps, il est résident fiscal français et à ce jour, il détient sa résidence principale et 2 biens locatifs en France. Il a également une résidence secondaire en Espagne et il a un bien immobilier au Canada qu'il a eu suite à un héritage. Donc, à ce jour, en tant que résident fiscal français, la valeur nette de son patrimoine immobilier est bien au-delà d'1,3 million. Donc, il est assujetti à l'IFI. Et ce qui entre dans le champ de l'IFI, donc à l'actif, ça va être l'ensemble de ses biens. Les 3 biens en France, le bien en Espagne et le bien au Canada. Ensuite, Monsieur Patrimoine va changer de pays et décide d'aller vivre en Espagne. Il deviendra résident fiscal espagnol et durant ce changement de vie, il n'a fait aucune cession ni aucune acquisition. Donc, il détient toujours des biens en France, en Espagne et au Canada. Les biens qui sont présents en France ont toujours une valeur nette taxable bien au-delà d'1,3 million dans notre cas. Donc, il est bien assujetti à l'IFI, mais comme il est résident fiscal français, ce qui entre à l'actif taxable, ce sont uniquement ces biens en France. Donc, ces 3 biens français entrent dans l'actif. Le bien espagnol et le bien au Canada n'entrent pas du tout à l'actif taxable, puisqu'il n'est pas résident fiscal français. Et ensuite, il passe 12 années en Espagne. Entre-temps, il a cédé un de ses biens locatifs en France. Il a acquis un nouveau bien immobilier en Espagne et il détient toujours son bien au Canada. Donc, il revient en France et il redevient résident fiscal français. Et c'est là qu'on découpe un petit peu le principe. C'est que ça fait plus de 5 ans qu'il n'est pas résident fiscal français, premièrement. Et les 5 premières années où il est à nouveau résident fiscal français, en fait, l'assujettissement de l'IFI est de la même manière qu'un non-résident. C'est-à-dire qu'on prend ses biens uniquement français pour les 5 premières années. Et ensuite, lors de la 6e année de sa résidence fiscale française, on va reprendre la première règle qui est d'appliquer l'impôt sur la fortune immobilière avec l'ensemble de ses biens mondiaux. Donc ça, c'était pour découper le fonctionnement lorsqu'on est résident ou non résident fiscal français. Et donc, c'est ce qui va clore notre webinaire aujourd'hui et on va pouvoir passer à la partie des questions. Fanny, je te repasse la main. Merci pour cette présentation. Je vous rappelle à l'oral, on va vous renvoyer du coup un feedback form. On vous le met de suite dans le chat.
Donc, encore une fois, merci de bien vouloir répondre. Ça nous permet de progresser de webinaire en webinaire. Vous allez aussi pouvoir nous demander, il y a déjà quelques personnes qui m'ont demandé dans le chat, le support de présentation. Donc, bien sûr, on peut vous l'envoyer, il faut juste nous le préciser. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre à ce formulaire, pour ensuite passer aux questions-réponses. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est qu'on se tient, nous, à votre disposition pour échanger 1 heure sur votre situation personnelle, voir justement les axes de valeur ajoutée qu'on peut vous apporter. Donc, c'est vraiment un rendez-vous d'1 heure qui n'est pas engageant, qui n'est pas facturé, où souvent on trouve des petites pépites. Donc, n'hésitez pas, on va mettre nos coordonnées et donc on se tient à votre disposition pour ce premier échange. Certaines personnes hésitent, ils se disent est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas? Et vraiment, nous, on vous conseille de nous recontacter. On est à votre disposition et c'est avec plaisir qu'on vous accompagnera, que ce soit pour les sujets IFI, mais aussi pour d'autres sujets, comme on vous disait, transmission, retraite, optimisation fiscale. Voilà. N'hésitez pas et ça sera encore une fois avec plaisir. Je laisse peut-être une ou 2 minutes pour que les gens répondent et ensuite je vous repasse la main. Donc n'hésitez pas, ce que je vous propose, c'est de vous démuter. Une personne peut se démuter et poser sa question. Donc c'est jamais facile pour la première personne qui va se démuter. Donc déjà, merci à elle d'avance. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets qu'on a évoqués ce matin? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être précisées? Moi, j'avais une petite question. Merci beaucoup. C'est dans le cadre d'une SARL de famille. Donc, on a vu qu'en fait, c'était compliqué d'être exonéré parce que c'est vrai qu'on a vu le cas où on passait en LMP, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à obtenir puisqu'on peut avoir des années où ça va être un peu avec l'amortissement déjà, c'est difficile d'être bénéficiaire. Ouais. Et ensuite, même si on y arrive, ça peut être différent d'une année à l'autre avec des charges de copropriété qui évoluent. Voilà, moi, l'année dernière, j'ai été déficitaire. Cette année, je suis un peu bénéficiaire, donc compliqué. Du coup, je me posais la question de faire une donation à mes enfants. Et à ce moment-là, je me demandais, finalement, si je garde l'usufruit, ça ne va pas changer grand-chose. Mais du coup, est-ce que je peux garder moins de 10% et à ce moment-là, comme j'ai moins de 10%, de toute façon, bon, déjà, ça réduira forcément beaucoup l'IFI, mais du coup, je voulais savoir, je me demandais s'il n'y avait pas une règle, si on détient moins de 10%, du coup, on ne le déclarait pas dans notre IFI. Déjà, merci beaucoup pour cette question. Donc, est-ce qu'il y a une règle sur la fraction de capital qu'on peut détenir? La réponse, c'est malheureusement non. Donc, si vous êtes effectivement dans le cas où vous souhaitez donner, il y aura un impact impôt sur la fortune uniquement si vous faites une donation en pleine propriété ou une donation de l'usufruit des parts de cette société. Si vous faites que la donation de la nue propriété, vous serez toujours redevable pour la valeur 100%. Ouais. Et après, sur la question bénéficiaire, déficitaire d'une année sur l'autre, je ne sais pas si vous êtes à la retraite ou pas, mais si c'est le cas, une année, potentiellement, si vous êtes bénéficiaire et que vous n'avez pas d'autres sources de revenus spécifiques, vous pouvez être LMP et donc exonéré. L'année suivante, vous êtes peut-être déficitaire, vous ne serez plus exonéré, mais ainsi de suite. Ce n'est pas grave s'il y a une année, je le sors, une année, je l'intègre de mon impôt sur la fortune. D'accord, donc ce n'est pas bizarre de payer un jour l'impôt sur la Non, fortune. ce n'est pas bizarre. Alors, l'administration viendra vous poser une question. Donc, après, il y a la question de se dire, est-ce que finalement, je veux me rendre visible de celle-là? Donc, c'est bien à évaluer s'il n'y a pas des sujets ailleurs sur le patrimoine taxable. Mais il n'y a pas de contrainte à rentrer un actif pour le sortir l'année suivante du moment où on arrive à justifier de ces opérations-là par le statut loueur meublé professionnel au sens de l'impôt sur la fortune immobilière. D'accord. Mais, donc, on reste imposé au prorata de nos 10%. Si vous êtes à un moment donné plus que propriétaire de 10% des parts de la SARL en pleine propriété, ce sera 10% de ces parts-là et de la valeur de ces parts qui seront taxées D'accord. dans votre patrimoine, effectivement.
Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait. Super. Je vois qu'il y a des questions encore dans le chat. Alors, on en a une qui est en cas d'un patrimoine de juste un bien en résidence principale et si 1,3 million de net, c'est donc bien dans le cas d'une valeur supérieure à 1,857 000 qu'il faut déclarer. Euh, Tout à fait. Et alors, attendez, il faut juste faire le calcul, mais on est bien dans ce cas-là, effectivement, c'est-à-dire 1,857 000 brut après application de l'abattement de 30%, donc 70% de sa valeur, 1,3 million € net d'actifs taxables au sens de l'impôt sur la fortune, et donc vous êtes éligible à cet impôt. Et après, ça vous coûtera 2 500 € parce que vous serez sur le calcul qui fait 1,3 million moins les 800 000 €. Les 800 000 € taxés à 0,5%, donc 2 500 € d'impôt rattaché à ça. Il y avait une deuxième question qui est: si mon activité principale est de gérer mon parc immobilier détenu par une seule société, dois-je intégrer la valeur de mon outil de travail immobilier dans l'IFI? Les locations sont non meublées, donc non éligibles à l'AMP. En fait, il y a plein d'autres questions qui vont être derrière. Il va y avoir les questions de quelle est la couleur fiscale de la société que vous utilisez? Est-ce que vous en percevez des fruits? Donc, je ne peux pas vous répondre précisément à ça, mais en tout cas, je pourrais y répondre très, très individuellement si vous le souhaitez. Mais en tout cas, je ne peux pas vous dire vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Donc, n'hésitez pas à ce qu'on se prenne, à nous donner vos coordonnées pour qu'on se prenne un temps d'échange là pour que je puisse, moi, vous poser d'autres questions afin de vous dire si oui ou non il y a un sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, peut-être j'ai une autre question, mais j'ai manqué un peu le début, donc je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. C'est par rapport au plafonnement Oui. IFI. Vous en avez parlé au début? Je ne sais pas. Plafonnement de… On n'a pas parlé du plafonnement IFI, non. D'accord. Du coup, j'avais lu qu'en fait, si on avait des revenus irréguliers, si par exemple, on gère son activité, donc on peut un peu «piloter ses revenus» entre guillemets, et que, une année, on pourrait envisager, une année, on se paye plus et puis les 3 suivantes, quasiment pas et puis, du coup, est-ce que ça, c'était sujet, à redressement ou? Alors, c'est une excellente question. Donc, juste pour redonner un peu de perspective à tous, il y a les règles du plafonnement de l'impôt sur la fortune, c'est que la somme de votre impôt sur le revenu, de vos prélèvements sociaux et de votre impôt sur la fortune ne doit pas dépasser 75% de vos revenus. Donc, ça, c'est les règles du plafonnement. Et après, cette stratégie-là, elle fonctionne bien pour ceux qui sont en capacité de piloter leurs revenus, donc notamment les chefs d'entreprise. Et donc, il peut y avoir une capacité à aller chercher au maximum ce plafonnement, en se payant peu ou pas. Et donc, dans votre cas précis, madame, est-ce que c'est visé ce type de questions? Le plafonnement, oui, l'administration s'amuse toujours à poser des questions, mais ce qui est assez intéressant quand même, c'est que derrière, donc elle peut venir faire jouer ce qu'on appelle une clause anti-abus. Mais la charge de la preuve n'est pas aux côtés du contribuable. C'est à l'administration de démontrer que le fait que pendant les 3 années qui ont suivi où vous êtes peu ou pas payé, finalement, vous n'avez pas cherché à faire de l'exonération IFI par les effets du plafonnement. Et donc, elle doit être en mesure de dire, pendant ces années-là, finalement, votre train de vie il était couvert par de l'épargne que vous avez à côté ou parce que votre activité, finalement, elle n'a pas permis de vous rémunérer au moins autant que l'année où vous avez eu une grosse rémunération. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, encore une fois, dans les cas de contrôle, la charge de la preuve, elle est à faire par l'administration et pas par vous. Donc D'accord. là, Mais soit elle est par en exemple, si on a suffisamment de côté pour vivre, est-ce que du coup, c'est même s'il y avait une activité dans la structure, est-ce que du coup, c'est la charge de la preuve, elle est au profit de… on elle aurait dû se reste… payer ou c'est bon parce que finalement, on avait les moyens, donc on n'avait pas besoin de se payer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement le point qui va être remonté par l'administration fiscale. C'est dans son étude, elle va regarder, parce qu'elle a quand même des données sur votre patrimoine, et notamment sur les dettes qui seront attachées à ce patrimoine. Si elle se dit qu'il y a un emprunt qui court, elle va se poser la question de comment est-ce que vous avez financé cet emprunt. Donc, elle va pouvoir éventuellement recroiser avec votre déclaration impôt sur le revenu s'il y a des revenus qui y sont perçus. D'accord? Et de se dire, finalement, les revenus qui étaient touchés étaient suffisants pour payer l'emprunt. Donc,
Là-dessus, elle n'avait pas forcément une nécessité de devoir absolument servir une rémunération pour couvrir ce delta. Vous voyez, elle va essayer de faire des recroisements comme ça pour voir si vous avez artificiellement, comment dire, pas artificiellement, mais si vous avez réduit votre rémunération en vue de cette opération fiscale. D'accord. Mais la charge de la preuve reste toujours dans les mains de l'administration. Et autant vous dire qu'ils y vont quand c'est gros et que ça se voit, donc quand on encapsule énormément de revenus et que finalement, alors qu'on a beaucoup de dettes sur ce patrimoine-là, mais ça reste quand même assez lourd pour elle que d'aller chercher cette requalification-là. D'accord. Et du coup, juste sur le plafonnement, quand on est à la retraite ensuite, du coup, il n'y a plus de plafonnement possible. La retraite, de toute façon, Et prise en compte. est prise en compte. D'accord. Exactement, exactement. C'est comme pour les salariés, finalement. Les D'accord. salariés, jouer le plafonnement, c'est compliqué. Quand on est salarié d'une structure, pas chef d'entreprise, assimiler salarié. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y en a une nouvelle dans le chat. Donc, une question qui est: si je suis résident fiscal anglais et que je détiens du patrimoine immobilier en France, malheureusement, le bouclier fiscal ne s'applique pas et je peux être amené à payer plus d'impôts que mes revenus. Oui, tout à fait. Et ensuite, une autre question qui est: si une évaluation a été faite à 100 par des agents immobiliers et que le bien ne se vend pas à 100 avant de faire la déclaration d'IFI, peut-on retenir une valeur plus basse? La réponse, c'est qu'on peut retenir une valeur plus basse, mais il faut pouvoir justifier de cette baisse de valeur par rapport à l'évaluation qui reste un papier que l'administration aime bien avoir entre les mains pour pouvoir justifier de celle-ci. Donc, si potentiellement, ça fait 1 an que vous essayez de vendre le bien qui était affiché à 100 par l'évaluateur immobilier, là, oui, ça a du sens. Mais si vous faites ça 2 mois après avoir fait votre évaluation immobilière, l'administration fiscale va vous dire vous n'êtes pas en perte de chance, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement? Juste peut-être une dernière. Allez-y. C'est vrai qu'à l'époque, on nous avait conseillé d'acheter notre résidence principale via une SCI. Donc là, du coup, malheureusement, notre décote, c'est 20% et pas 30, quoi. Tout à fait. Même si on déduit rien sur la SCI, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment très transparent. C'est-à-dire que toutes les charges sont payées par nous directement. Malheureusement, oui. Là, il y a encore eu une jurisprudence récente sur la question qui D'accord. précisait bien que l'abattement de 30% pour résidence principale quand c'est logé dans une SCI n'est pas applicable. D'accord. Donc là, on est sur les 20% effectivement pour illiquidité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je vous propose, c'est que si jamais vous voulez qu'on étudie ces questions-là ou ces sujets-là pour vous de manière beaucoup plus individuelle, n'hésitez pas encore une fois à remplir le feedback form qui avait été mis dans le chat. Et qu'on prendra un temps, Clémence et moi, ou des membres de l'équipe de Culture Patrimoine, de pouvoir vous aider et vous accompagner sur ces sujets-là. Je laisse encore 2-3 minutes et sinon, on mettra fin à ce webinaire. Mais je tenais à vous remercier pour déjà les questions et pour le nombre de participants qui étaient là encore ce matin pour ce webinaire. On est dans un cycle de webinaires qui est sur toute l'année 2023 et donc normalement, il devrait y en avoir un autre juste avant le début de l'été. Mais le thème n'est pas encore défini. Ce serait potentiellement sur la location meublée, justement, mais à préciser. Ah bah du coup, ça me fait penser à une question, c'est par rapport justement à la nouvelle obligation de déclaration. On peut se dire qu'il va y avoir plus de surveillance sur les déclarations EFI. Oui, mais il y a ce sujet IFI, il y a le sujet taxe foncière, il y a le sujet taxe d'habitation, il va y avoir beaucoup d'incidences, je pense, sur la déclaration de biens immobiliers qui est la nouvelle obligation. Mais oui, tout à fait, ça va être une base de plus et une donnée de plus
pour l'administration pour venir challenger les éléments déclarés. Juste une question, bonjour. Bonjour. Si on détient des parts d'une SCI, j'ai vu qu'on devait déclarer en effet sur sa fiche d'imposition les parts les revenus immobiliers, juste la propriété d'une SCI, mais quand on détient des parts, mais des parts les négligeables, il faut que chaque propriétaire de ces parts déclare celle-ci sur sa déclaration d'impôt. Ouais, uniquement si vous êtes impôt sur la fortune immobilière. Ouais. Uniquement, d'accord. On n'a pas besoin de les déclarer si ce n'est pas le cas. Si vous êtes en dessous du seuil de 1,3 million, vous n'avez pas besoin de déclarer quoi que ce soit au sens de l'impôt sur la fortune immobilière. Et après, si vous touchez des revenus de cette SCI, il faudra déclarer des revenus à l'impôt sur le revenu. D'accord, ok. Parce que j'avais lu un article qui disait que si on détenait des biens immobiliers via une SCI, on avait obligation de déclaration, même sans IFI. Non. Alors après, il y a le sujet déclaration, nouvelle obligation déclarative. Ouais. Ok, c'était ça votre question? Ou Ouais, c'était c'était un mix des deux, mais ok, oui. c'était un mix des deux. Donc, sur l'obligation déclarative, vous êtes... alors, Fanny, tu me corriges si je me trompe, mais tu le sais mieux que moi, ça. Normalement, c'est rapporté à un seul des associés de la SCI. Et donc, c'est à lui de faire les démarches de déclaration. Donc, c'est l'associé principal, celui qui détient le plus de parts, qui doit les déclarer pour les autres. Exactement. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre question. Alors, j'ai peut-être une petite dernière question. C'est sur les comptes courants. Par exemple, si je vous donne ce cas, je détiens, mes parents m'ont donné par exemple 10% de leur résidence secondaire, de leur résidence principale, qu'il y a des travaux à faire et que je vais devoir les aider. Du coup, ce bien est détenu en SCI, je vais apporter par exemple 100 000 € en compte courant d'associés. Est-ce que ça va gréver mon IFI alors que… C'est une bonne question, c'est une très bonne question. À l'époque de l'ISF, oui. Maintenant, depuis l'impôt sur la fortune immobilière, non. 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 D'accord. En fait, là où il y a eu une question en 2018, au moment où on passait à ça, c'était très opaque cette question des comptes courants associés, qui avant, à l'époque de l'ISF, était admise en déduction. Hein. Et en fait, au passage à l'impôt sur la fortune immobilière, il a été admis en déduction tous les apports en compte courant associés qui ont été faits avant 2018 et qui servaient et qu'on pouvait justifier pour l'acquisition ou les dépenses d'amélioration, reconstruction, construction du bien immobilier. Mais depuis 2018, mais encore une fois, il n'y a pas de jurisprudence, mais les textes sont assez précis sur la question. Les apports en compte courant associés qui peuvent être faits pour ces dépenses-là ne viennent pas en déduction, malheureusement. Donc, ça veut dire que moi, ça va compter dans mon IFI? Je n'ai pas compris. Ça veut dire que vous, votre compte courant associé, il n'aura aucun impact IFI. Et donc, si vous faites… Tout à l'heure. Oui. Si vous faites des dépenses qui vont améliorer la valeur du bien pour construction, ça va augmenter votre base taxable. Oui, c'est plus par rapport à l'amélioration de la qualité du bien, la valorisation du bien, que par rapport à mon compte courant, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, est-ce que vous pourrez valoriser un pour un? Oui, pas du tout, vous savez, voilà. Dans ce cas-là, pas du tout. Voilà. Mais du coup, c'est pareil quand on a une SARL de famille, si on la donne à ses enfants, mais qu'on met de l'argent en compte courant pour acheter un nouveau bien, c'est pareil. ça va améliorer la valorisation de la SARL de famille. On en tiendra compte dans nos 10%, mais on ne prend pas les 200 000 de compte courant. Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Une dernière question peut-être, et après on vous libère. Écoutez, s'il n'y a pas cette dernière question, je vous remercie à tous de votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée du coup, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour Merci. Merci, à tous, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Hein? Au revoir.